Nick, What in the hell is going on? they're here. On a tous une bande-annonce de jeu qui nous a marqué. Par exemple, je me rappelle encore très bien de celle de Dead Island qui m'avait mis une grosse claque à l'époque. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et à l'opposé, il y a The Elder Scrolls 6 annoncé avec 3 notes et un paysage, et depuis, plus rien. And it's the one you keep asking about. Ça fait 7 ans, putain. Puis tout ça pour au final nous filer Starfield. Franchement, non. Au milieu des milliers d'annonces de jeux qu'il y a chaque année, il y en a qui sont un peu plus originales que d'autres, comme celle de Red Dead Redemption 2. Rockstar a juste mis sur Twitter un JPEG du rouge emblématique de la licence Red Dead et c'était parti, 175 000 likes. Dans un autre style, il y a aussi... Pity. Donc Pity, ou Playable Teaser, ou encore bande-annonce jouable dans la langue de Joule, J'ai beaucoup fait travailler le cerveau. est un outil promotionnel qui a pour but d'annoncer le prochain Silent Hill. Il a été mis de manière discrète sur le PSN par Kojima, sans dire que c'était lui et via un studio inconnu. En fait, il voulait simplement que les joueurs le découvrent par eux-mêmes, et ça a plutôt plu aux joueurs, même vraiment plu, à tel point que pour une démo, je le rappelle, elle reçoit de nombreux titres, et est souvent classée parmi les meilleurs jeux d'horreur de l'histoire. Malheureusement, si vous voulez mettre la main dessus aujourd'hui, c'est difficile. Suite à l'embrouille entre Kojima et Konami, la démo a été retirée du PSN en 2015. Donc il faut soit trouver un remake fait par un fan, soit acheter une PS4 d'occasion sur laquelle la démo n'a jamais été supprimée. Et c'est un peu cher. Et parfois, les annonces de jeux se passent mal. Tout ceci est très dramatique, mais que s'est-il passé avec Watch Dogs? On ne va pas parler du downgrade graphique à la sortie du jeu, tout le monde est au courant, mais de la façon dont les éditeurs communiquent avec les journalistes. Très régulièrement, les journalistes reçoivent de la part des éditeurs des objets promotionnels ayant pour but de faire parler du jeu. Donc plus c'est original, mieux c'est. C'est de la merde. Sauf que quand un journaliste ne travaillant pas dans le jeu vidéo Me porgue. reçoit un coffre sur lequel il tape une mauvaise combinaison et qu'il se met à sonner, je vous laisse imaginer. Plus sérieusement, des démineurs sont intervenus, la rédaction du journal a été évacuée et Ubisoft s'est excusé. Tout ça pour un porte-clés et un t-shirt. Sauf que je ne suis pas là pour parler de Watch Dogs ni de Silent Hill, mais d'un jeu des années 2000. Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de jeu? C'est que les graphismes ils sont bien faits. Alors c'est parti pour un petit coup de nostalgie. Vous n'avez pas honte? Bon, si vous l'avez pas, je vais vous mettre un tout petit passage du menu. Bon, je vous avoue, j'ai menti. Nique ta mère. Là, on voit le menu de Halo 1, pas celui de Halo 2. Alors que justement, on va parler de Halo 2 et plus précisément de la façon dont il a été annoncé. C'est juste que avant Halo 2, il y a eu Halo 1. Et pour comprendre la hype autour d'un second opus, il faut connaître la réussite du premier. Et c'est un succès colossal. Sorti en 2001, il accumule fin 2003 près de 4 millions de ventes alors qu'il n'est sorti que sur Xbox et PC. Donc de très nombreux joueurs attendaient Halo 2 comme on peut voir ces vidéos qui datent de la sortie du jeu. What the fuck? We're just moments away from midnight, November 9th, and the launch of what is perhaps one of the most anticipated console video games of all time. Here in Times Square at the Toys R Us, it is mayhem. It's freezing outside, and yet there's hundreds of the Halo Nation out there. It's very, very exciting. Millions of people then said, I can now play a movie rather than watch a movie. And that's what it really feels like. Non. Maintenant que vous avez vu que la sortie de Halo 2 était un vrai événement, on va revenir en arrière, voir comment il a été annoncé. Rien d'exceptionnel pour commencer, le jeu est annoncé en 2002 avec une bande-annonce révélant nouveaux ennemis et nouvelles armes, mais surtout la date de sortie fixée à la fin d'année 2003. Spoiler, le jeu aura un an de retard. Vous êtes en retard. D'ailleurs, pour revenir sur cette image, il s'agit du bras du président de la direction Xbox de l'époque. Il se l'était fait tatouer pour dire lors de la conférence E3 2004 « Ne vous inquiétez pas, cette fois c'est la bonne ». Il a d'ailleurs fait la même chose avec GTA 4. Oh, c'est dégueulasse. Il y en a eu des dingueries durant les E3, hein. Quelle époque. You're breathtaking.
Donc, durant la campagne marketing et au milieu de ces magnifiques pubs Mountain Dew, Steve Peters, le créateur influent d'un site et d'un blog ayant pour thème les ARG, reçoit par la poste un étrange paquet contenant des bouteilles de miel dans lesquelles il y a des lettres. Mais tout d'abord, un ARG, c'est quoi? Bonjour à tous, c'est Feltu. Un ARG est un jeu d'enquête qui mélange monde réel et fiction. Les indices sont planqués partout, sites, vidéos... Sur les réseaux sociaux. Et souvent, c'est toute une communauté qui bosse ensemble pour résoudre le mystère. Donc Steve Peters rassemble les lettres et il en trouve 9. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Qui sont O-I-V-E-E-S-B-L-E. Et il se dit, putain, Wavisble, ça veut rien dire, j'abandonne. Mais il prend son courage à deux mains et change les lettres de sens et ça rend Buzzwolf. Ce qui ne veut toujours rien dire. Mais il retente et il trouve I Love Bees. Son premier réflexe est donc de taper ça sur internet et il tombe sur ce site. Alors ça sent bon les années 2000, hein. On dirait le site des impôts pour professionnels en 2025 en France. Donc notre cher Steve commence à enquêter sur ce site et découvre plusieurs choses. Déjà, quand on clique sur l'abeille, ça fait un son horrible. Ensuite, le nom est le même que sur le colis contenant les bouteilles de miel qu'il a reçues. Après avoir fait ses découvertes, le 16 juillet 2004, Je suis tellement vieux. il les publie sur son blog afin que sa communauté poursuive les recherches. Et en parallèle de tout ça, une bande-annonce exclusive est diffusée au cinéma. Ce qui nous intéresse, c'est ça, l'URL du site qui glitch et qui nous affiche I Love Bees. La communauté autour de l'ARG grandit vite et les nouveaux enquêteurs constatent rapidement que le site est étrange, avec ses photos glitchées, ses messages de détresse. Et en parcourant le site, ils trouvent un lien vers le blog d'une certaine Dana. Ils se rendent compte qu'il s'agit de la nièce de Margaret et qu'elle est l'administratrice du site I Love Bees. Au début, il s'agit juste d'un blog d'une admin débordée par les événements, mais très vite, c'est comme si le blog prenait vie. Le ton change d'un post à l'autre, le style d'écriture varie et des posts sont même supprimés puis remis avec des différences. Quelqu'un ou quelque chose écrit et utilise l'identité de Dana. Elle explique que les bugs du site ne disparaissent pas malgré l'utilisation d'antivirus, la vérification du code ou même la refonte totale du site. On peut également voir que le compte à rebours l'a fait paniquer, surtout depuis l'apparition de mots comme Mayday, métastase ou hémorragie. L'enquête se poursuit dans les commentaires du blog et l'hypothèse qui ressort est qu'un système étranger, une sorte d'entité, parle à travers le site. Pendant que l'on se rapproche dangereusement du décompte, les anomalies se multiplient et après 2 semaines d'analyse du site, le code subit une modification très importante. Une quinzaine de pages du site est modifiée et plus de 300 autres sites internet se retrouvent reliés à I Love Bees. L'objectif est de parcourir tous ces sites, repérer les phrases qui se répètent et assembler un texte géant qui sera nommé le monologue d'Operator. Operator raconte sa survie, ses douleurs suite à l'utilisation de l'antivirus, qu'elle est un monstre rapiécé en train de se reconstruire morceau par morceau. Elle est persuadée que quelqu'un a essayé de la tuer et elle le nomme l'assassin. Elle explique aussi que des flashs lui reviennent, qu'elle se souvient de conversations concernant l'évacuation d'un vaisseau militaire et qu'elle avait un nom, Melissa. Operator se rappelle donc d'une autre existence sous le nom de Melissa. Cachée dans la ligne de code du site, elle dit avoir récupéré peu à peu ses forces et maintenant qu'elle est réveillée, elle veut se venger de l'assassin. Ces menaces sont également accompagnées d'images corrompues. L'analyse révèle que du code a été injecté dans leur fichier et en retirant le texte superflu, les images sont restaurées et on y voit l'assassin qui n'est autre que Dana. Plus précisément, c'est 13 photos de Dana prises à travers sa webcam par Operator. Une partie de la communauté s'inquiète, certains continuent à investiguer, d'autres paniquent et il y en a qui sont moins préoccupés, on va dire. Oh Dana, t'es canon. Oh oui, t'es vraiment canon. Dana, j'ai envie de te prendre par derrière là. Oh putain. Bon après, heureusement, il y a un smiley qui sourit. Ah bah là, il y a le beau geste. Pardon? Ça aurait été dommage de pas être sympathique. Heureusement que c'est plus comme ça aujourd'hui, hein. Hein? Je connais cette théorie, oui. Et c'est à la suite de ces événements que Dana explique sur son blog qu'elle préfère abandonner. Il m'a vu, il me connaît maintenant. Je ne veux plus que I Love Bees soit mon problème, ni le vôtre d'ailleurs. Je m'en vais. Elle le dit également via un message vocal. Hi, this is Dana. I'm going away, far away, and for a long time. Et ayant un voyage de prévu, elle va profiter d'être en Chine pour s'éloigner de I Love Bees. Afin de gérer les mails pendant son absence, elle met en place une réponse automatique. Mais certaines de ces réponses vont commencer à être étranges et la totalité des mails va disparaître. Je sais, c'est surprenant. Sur le site, Operator réécrit des pages. Les paragraphes se réorganisent tout seuls, les phrases cessent d'avoir du sens, mais leur forme, elle,
commencent à parler. C'est alors que 2 semaines après le premier monologue d'Operator, le site est modifié. Un nouveau monologue apparaît, ainsi qu'un nouveau message, Axons Go Hot. La partie lien du site est également mise à jour avec 220 coordonnées GPS et des horaires. On sort les cartes. Je vais t'enculer. On va voir sur place, et surprise, à chaque fois, il y a une cabine téléphonique. C'est vous le général gay qui laisse son numéro dans la cabine téléphonique pour se faire enculer? Et moi? Voilà, ici, il y a 20 ans, il y avait une cabine téléphonique. Un lien rapide est fait entre la découverte des coordonnées et le compte à rebours qui termine le 24 août. Identify. What is my real name? It's Melissa? Du premier appel à Washington jusqu'au dernier à San Francisco, plus de 220 cabines sonnent à travers tous les États-Unis. Le but? Valider la transmission affichée sur le site. Les joueurs doivent répondre correctement aux questions de Melissa par téléphone pour qu'elle déverrouille l'accès à des extraits audio. Quelle époque de fou quand même, hein. Des gens qui ne se connaissent pas se rejoignent autour de cabines téléphoniques afin d'éclaircir un mystère autour de l'univers de Halo. Ça, c'est du geek originel, ça. Et grâce à eux, la communauté active assez d'Axons pour débloquer 23 extraits audio. Oh man, the whole friggin' system just collapsed. Jeannie, is the equipment okay? Running diagnostic. Foreign personality detected. I feel dizzy, drowsy. Decontaminate. Oh. Jeannie? I'm sorry. You killed her. Was that wrong? Survive, evade, resist, escape. Mais ce 24 août n'est que le début. Pendant près de 3 mois, jusqu'au lancement de Halo 2, un véritable rituel se met en place. Chaque mardi, une nouvelle vague de coordonnées est mise en ligne. Des cabines se mettent à sonner aux 4 coins des États-Unis avec toujours cet objectif, assembler le puzzle audio. Et là, vous allez me demander, mais combien d'extraits audio il y a en tout? T'es tout seul ici, c'est complètement con. L'objectif affiché est de 777 Axons à activer. Et au fil des semaines, la communauté fait grimper le compteur. Au total, plus de 40 000 appels sont passés vers environ 1080 cabines différentes. Et le 4 novembre 2004, 5 jours avant la sortie de Halo 2, l'ensemble des Axons est activé. Et là, un truc vraiment stylé, à la dernière vague de coordonnées, les joueurs participants sont invités à un entraînement dans plusieurs villes des États-Unis. Ils y découvrent le multijoueur de Halo 2 en avant-première, dans un cinéma, en présence de membres de l'équipe de développement. Et en bonus, parce que c'était déjà pas assez cool, ils repartent avec un DVD qui compile les contenus de l'ARG. Donc toute la série audio, plus des bonus de comment ça a été créé. Ça se vend une fortune aujourd'hui, même si en vrai, bon, il est difficile de définir une valeur, étant donné qu'il existe peu d'exemplaires. En tout cas, celui-là est dispo si jamais. Une affaire. Bon, juste ce qui est un peu chiant, bah, c'est les 23 balles de frais de livraison, quoi. Bref, l'ARG est terminée, mais I Love Biz n'a jamais raconté son histoire dans l'ordre. Il a fallu du temps, de la patience et une communauté entière afin de la reconstruire. Maintenant que c'est fait, il est temps de la raconter. Alors, oui, une fois rassemblée, ça devient une série audio de 5h30. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail de l'histoire. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour commencer, Melissa est une IA du même genre que Cortana, l'IA qui accompagne le Major durant les événements de Halo. Elle est consciente, possède une personnalité et joue un rôle majeur dans tous les domaines militaires et informatiques. Melissa, elle, était chargée de la gestion du vaisseau Apocalypso. Sauf que lors d'une mission de surveillance des Covenant, l'alliance extraterrestre ennemie des humains, Melissa se fait infecter par un virus espion. L'équipage préfère jouer la sécurité et annule la mission, mais sur le trajet du retour, il y repère un artefact ancien, le récupère et sans le vouloir, l'active. Ça a pour effet de créer une rupture temporelle et Melissa est scindée en plusieurs fragments. Et à partir de là, l'histoire se coupe en deux. La première partie, vous la connaissez. Un fragment tombe en 2004, piégé dans le code du site internet I Love Biz. Pour se reconstruire, Melissa contacte des alliés via des cabines téléphoniques dont les coordonnées sont cachées sur le site, les fameux Axons. Concernant le fragment de 2552, c'est bien différent. Il atterrit dans l'ordinateur d'un ado, Jersey, qui le surnomme Durga. Peu à peu, Durga retrouve la mémoire, des codes, des procédures, des secrets militaires, et elle remonte une piste intéressante, un artefact ancien, instable. Pour le désactiver, Durga rassemble une équipe de civils et organise un raid contre la base qui détient l'artefact. L'opération réussit, et une fois l'artefact enfin neutralisé, les fragments se recollent, Melissa se reforme en 2552, et on arrive au début de Halo 2. J'ai fait ça assez court pour deux raisons. Déjà, j'ai la flemme de résumer 5h30 d'histoire, je l'avoue. Bien sûr.
Ça se tient. Et surtout pour vous donner envie d'aller l'écouter par vous-même. Parce que franchement, c'est super bien foutu. Et justement, je rappelle que c'était la période de Windows XP. Dans ce contexte, c'est encore plus impressionnant. On est avant les réseaux sociaux, avant Facebook, avant YouTube. Et pourtant, la RG a pris une ampleur énorme. À tel point que des gros médias en ont parlé, comme Wired ou même le New York Times. D'ailleurs, le New York Times raconte notamment l'histoire d'un mec qui attendait l'appel de Melissa en plein milieu d'une tempête causée par un ouragan qui s'appelait France. Pas mal, non? Niveau chiffres, c'est énorme. 250 000 visiteurs dès le lancement, plus de 500 000 à chaque update, et à la fin, il y aura eu 2 à 3 millions de visiteurs uniques. Et à l'époque, le premier Halo venait juste de passer la barre des 5 millions de ventes mondiales. I Love Biz a ouvert la voie. Les RG de ce style se sont multipliés et c'est justement pour ça qu'on voit à quel point il est devenu une référence malgré les années. Et donc de nombreux ARG s'en sont inspirés. Par exemple, on a eu Potato Sack, un ARG pour Portal 2 où les joueurs doivent résoudre des énigmes dans 13 jeux différents dans lesquels des patates ont été ajoutées un peu partout dans les décors des jeux. Il y avait aussi des mystères à résoudre comme par exemple un code en braille qui dévoile des coordonnées GPS où il fallait grimper à un poteau pour récupérer d'autres indices. Oh, he'll be fine. I made it up there. Une fois la RG terminée, cela mène à une sortie anticipée de 10 heures pour le formidable jeu qu'est Portal 2, mais uniquement sur Steam. En plus de ça, le bundle à 35 balles te donnait les 13 jeux qui contenaient les énigmes, mais pas Portal 2. Pour y jouer, il fallait l'acheter à part, ce qui fait que certains joueurs ont un peu gueulé. Et bien voilà, nous revendiquons. En autre exemple qui s'est inspiré de I Love Biz, il y a There is Something in the Sea pour Bioshock 2 avec un site internet qui change à chaque mise à jour. Le héros, Mark Melzer, cherche des petites filles disparues dont la sienne. Une des pistes passe même par La Rochelle, mais l'enquête termine dans les profondeurs de Rapture. Il y a également un aspect social où les joueurs se sont rassemblés pour aller chercher des bouteilles de vin sur 10 plages à travers le monde. Et c'est exactement ça le point commun avec I Love Biz. Ce genre d'expérience est pensé pour rassembler une communauté. Et c'est sur cet aspect que I Love Biz est pour moi une réussite, car c'est fait pour être vécu à plusieurs. Au début via l'enquête complexe qui nécessitait de la coopération, mais surtout avec les appels téléphoniques. Lorsque les cabines se mettaient à sonner, c'était un rendez-vous, des inconnus réunis au même endroit, à la même heure, autour de la même passion. Puis tout s'arrête, Melissa annonce la fin, et les forums deviennent petit à petit silencieux. Il reste cependant quelques traces, quelques témoignages de cette fin. La communauté qui souhaite trouver un moyen de remercier les développeurs, quelqu'un qui poste carrément un poème pour le faire, lui qui est prêt à repartir sur un autre ARG, mais seulement s'il peut le faire avec les personnes qui l'ont accompagné sur I Love Biz, ou encore ce message que je vais vous lire, et qui résume à lui seul la réussite de I Love Biz. Dans mon travail, je passe mes journées assis dans un box à rédiger des pages web et à répondre à des appels. En gros, je travaille seul. Je n'aime pas mon travail, je le trouve ennuyeux et je m'entends avec personne ici. Mais chaque matin, j'ouvrais le forum dans un onglet et je le laissais ouvert toute la journée. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai écrit autant de messages. Je lisais, je partageais, je riais et je me cassais la tête sur les énigmes. C'est comme si mon corps physique était ici, dans mon box, mais que mon esprit était dans un grand salon, assis, avec mes amis. Kristen Rutherford, la voix de Melissa, est aussi souvent mentionnée comme quelqu'un de très investi et apprécié, mais aussi parce qu'elle a laissé une trace forte, notamment avec le dernier audio de Melissa. You taught me to think again, to talk and share, invent and imagine. You taught me to laugh and cry. You taught me to be human. You rebuilt me, and when you did, you made me whole. And for that, I can never thank you enough. It's been the last, best kind of quality experience. You made the girl real. I love you. Goodbye.